Je n'aurais jamais cru qu'un jour je raconterais cela. À 66 ans, veuve depuis moins d'une semaine, je marche comme une somnambule dans le cimetière de l'Est, à Rennes, tandis que la pluie fine colle mes cheveux blancs à mon front. On vient d'abaisser le cercueil de mon mari, Pierre, l'homme avec qui j'ai partagé 45 ans de vie. Et pourtant, au lieu d'être seulement brisé par le chagrin, je sens dans ma poitrine une fissure étrange, presque déplacée, comme si une pièce manquante de notre histoire se mettait tout à coup à vibrer, une sensation de malaise, de vérité qui s'approche. Autour de moi, les parapluies s'inclinent. Notre fils Nicolas serre des mains, parle trop fort, trop vite, déjà en costume comme pour un rendez-vous professionnel. Je remarque sa montre. Je ne devrais pas, et pourtant mes yeux y reviennent. Un modèle de luxe, neuf, brillant, dont il n'a jamais parlé. Je connais son salaire, ses dettes, les études des enfants. Non, quelque chose ne va pas. Il ne se tourne même pas vers moi quand je vacille légèrement. C'est notre fille Claire qui m'attrape le bras et murmure « Maman, rentrons quand tu veux ». Sa main me stabilise. Celle de son frère m'aurait probablement bousculée. La cérémonie se disperse. Une vieille amie de Pierre, une collègue d'il y a 30 ans, me dit « Ton mari était un homme discret, toujours le lundi matin à la banque. » Je le croisais presque chaque semaine. Je hoche la tête, comme si je le savais, mais je ne savais rien. Je me répète que ce n'est qu'une habitude comme une autre. Pierre disait toujours « J'ai des papiers à voir ». Je n'ai jamais demandé davantage. C'était ainsi dans notre génération. On laissait les hommes gérer, ils nous tenaient à l'écart pour notre bien. Je me rends compte que cette phrase me serre la gorge maintenant. À la sortie du cimetière, Nicolas se plante devant moi. « Maman, t'as les clés du bureau de papa? Faut qu'on récupère les documents, les contrats, les assurances. Il faut agir vite. » Il parle vite, trop vite, comme s'il comptait les minutes. Je sens la pression, une forme d'impatience brutale derrière le ton poli. « Plus tard, Nicolas? Pas aujourd'hui. » Il soupire ostensiblement, comme si je faisais exprès de compliquer les choses. Je me demande pourquoi il insiste ainsi. Pierre n'était pas un homme au secret, du moins, le croyais-je. Et pourtant, cette clé qu'il demande, cette insistance dès la sortie de l'enterrement, cela me glace. Je tiens mon sac plus fort, par simple instinct, comme si quelque chose d'essentiel s'y trouvait. Le trajet jusqu'à la maison se fait dans un silence fatigué. Claire me dépose et repart chercher ses enfants. Quand la porte se referme, le silence du pavillon me tombe dessus comme une chape de béton. Tout est en place, comme si Pierre allait surgir du couloir, poser son manteau beige sur le porte-manteau, ouvrir la radio et me demander ce qu'on mange ce soir. C'est presque une douleur physique. Je reste un long moment dans l'entrée, à regarder son imperméable encore mouillé de pluie, suspendu comme un fantôme. Une goutte tombe au sol, minuscule. Et c'est précisément à cet instant que je me souviens. Tous les lundis, pendant 40 ans, Pierre passait à la banque. Invariablement, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il soit malade. Le lundi, c'était sa sortie. Pourquoi? La question s'installe en moi comme une épine. Je m'avance jusqu'au petit bureau fermé dont Nicolas voulait tant la clé. La porte m'apparaît différemment aujourd'hui, non plus comme un lieu de papier ennuyeux, mais comme une boîte noire, un coffre à mystère. Je ne l'ouvre pas. Pas encore. Je n'en ai pas la force. Au lieu de cela, je pose ma main sur la table du salon, respire profondément et murmure, sans savoir à qui je parle. « Pierre, qu'as-tu fait tous ces lundis ?» La maison entière semble retenir son souffle. Je ne le sais pas encore, mais ce jour-là, quelque chose en moi se met en marche. Une lente mais implacable lucidité qui finira par fissurer 40 ans de silence. Et déjà, dans l'air humide de cette soirée de deuil, je sens confusément que la réponse qui m'attend n'a rien d'inoffensif. Les jours qui ont suivi l'enterrement se sont mélangés dans ma mémoire comme une longue nappe grise. Je me revois assise à la table de la salle à manger, devant des plats que je n'ai pas cuisinés. Des quiches apportées par la voisine, des gâteaux industriels, des bouquets de fleurs coincés dans des vases qui ne leur vont pas. Les gens parlaient à voix basse, me prenaient la main, répétaient « Il était courageux, votre Pierre ». Il avait toujours le sourire. J'acquiesçais machinalement. J'avais l'impression qu'on parlait d'un personnage de roman, pas de l'homme qui ronflait à côté de moi chaque nuit. Claire circulait dans la maison comme un petit soldat,
débarrassait les assiettes, veillait à ce que mon verre d'eau soit toujours plein. À l'inverse, Nicolas allait et venait avec une nervosité contenue. Je le revoyais ouvrir un placard, le refermer trop vite, jeter un œil sur le meuble télé, vérifier la présence du classeur bleu où Pierre rangeait les factures. Quand le dernier voisin est parti, que la porte s'est refermée sur le « n'hésitez pas si vous avez besoin », le silence est tombé. Claire a soupiré, a déposé un baiser sur ma joue. « Je reviens demain matin, maman. Essaie de te reposer cette nuit. » À peine sa voiture avait-elle démarré que j'ai entendu les pas de Nicolas revenir du couloir. Il s'est planté devant moi, main dans les poches. « Bon, on peut parler sérieusement maintenant ?» Je l'ai regardé sans répondre. Son visage que j'aimais tant regarder enfant quand il dormait avait pris avec l'âge des angles que je n'aimais pas. Sa mâchoire crispée se plie entre les sourcils qui ne venaient pas seulement du deuil. « Il faut qu'on ouvre le bureau de papa. On a besoin des papiers pour l'assurance décès, les contrats d'épargne, tout ça. Si on traîne, tu vas perdre de l'argent. » Ce « tu » prononcé comme un reproche m'a blessé. « On a le temps, Nicolas. On sort à peine de l'enterrement. » Il a levé les yeux au ciel, un geste d'adolescent qui, à son âge, était presque grotesque. Non, justement. Les administrations, ça n'attend pas. Et puis, on ne sait pas s'il n'y a pas des dettes. Papa nous a peut-être pas tout dit. Cette phrase, venant de lui, m'a frappée comme une gifle silencieuse. Comment osait-il jeter le doute sur son père quelques heures à peine après l'avoir mis en terre? C'est à cet instant, je crois, que quelque chose a basculé en moi. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement serré mon trousseau de clés dans ma main, si fort que le métal m'a entaillé la paume. Je n'ai pas la tête à ça ce soir, tu reviendras plus tard. Il a insisté encore un peu, puis a fini par partir, claquant presque la porte. Le bruit a résonné dans le pavillon comme un écho mauvais. Quand je me suis retrouvée seule, la fatigue a cédé la place à une agitation sourde. Je n'avais pas envie de dormir. Je me suis levée et allumé la petite lampe du couloir et sans réfléchir vraiment, j'ai ouvert le tiroir de la commode d'entrée. C'est là que Pierre rangeait toujours ses petits objets. Stylos, rubans adhésifs, vieux carnets. Sous une pile de clés rouillées et de cartes de visite froissées, j'ai trouvé un agenda usé, à la couverture en plastique noir jauni sur les bords. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée, méthodique. Date, rendez-vous, liste de courses. Et comme une ritournelle, semaine après semaine, lundi 10h, banque CMB. Cela remontait aux années 90 au moins. Lundi, toujours lundi. Jamais un autre jour. Je sentais mon cœur battre plus vite en tournant les pages. Pierre avait vécu avec moi, sous ce toit, des décennies durant, et il y avait une partie de sa vie qui ne passait pas par notre cuisine, ni par notre lit, mais par cette banque CMB tous les lundis. Au fond du tiroir, j'ai découvert un autre papier, plié en 4, coincé entre 2 reçus. Une facture d'hôpital récente, montant plusieurs dizaines de milliers d'euros. En bas, la mention « Règlement effectué, espèces ». Espèces. Alors que Pierre m'avait parlé de la sécurité sociale, de la mutuelle, tout en disant qu'on n'aurait presque rien à payer. Je suis restée longtemps assise sur le rebord de mon lit, le papier à la main. Une idée s'est formée, discrète mais tenace. Si je voulais comprendre, ce n'était pas dans cette maison que je trouverais les réponses. C'était là où il passait tous ses lundis. Nous étions mardi soir. J'ai posé l'agenda et la facture sur ma table de nuit comme on pose 2 cailloux blancs pour retrouver son chemin. Et je me suis promis que lundi prochain, ce serait à mon tour d'aller à la banque. Le lundi est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Les jours d'avant avaient été faits de coups de fil au notaire, de lettres de condoléances et de nuits sans sommeil où je revoyais Pierre, assis au bout de la table, en train de lasser ses chaussures le lundi matin, chemise propre malgré la retraite, veste bleue, et cette phrase « Je ne serai pas long, Françoise, je vais à la banque ». Je n'entendais jamais la suite de la phrase. Je n'avais jamais demandé. Ce lundi-là, c'est moi qui ai pris le bus pour le centre-ville de Rennes. Je me suis sentie absurdement mal habillée, avec mon vieux manteau beige, au milieu des étudiants et des cadres qui pianotaient sur leur téléphone. À l'arrêt République, j'ai descendu, le cœur un peu trop haut dans la poitrine, puis j'ai marché jusqu'à l'agence du Crédit Mutuel de Bretagne, place de la mairie. La façade de verre réfléchissait le ciel gris.
À l'intérieur, tout était lumineux, propre, impersonnel. Des écrans numériques affichaient bienvenue, des brochures promettaient un avenir serein. J'ai pris un ticket et je me suis assise. Sur les sièges d'en face, une jeune femme en tailleur parlait bas à un conseiller. On peut augmenter le plafond de ma carte? Le langage du monde moderne, celui dont Pierre m'avait toujours épargné. Mon numéro a fini par s'afficher, G12. Je me suis avancée jusqu'à une jeune employée au sourire automatique. « Bonjour madame, que puis-je faire pour vous ?» Je suis la veuve de monsieur Pierre Leduc. Il était client ici depuis longtemps. Il venait chaque lundi, je crois. Je voudrais comprendre ses comptes. Il est décédé la semaine dernière. À peine avais-je prononcé le mot compte que son sourire s'est figé. Elle a tapoté sur son clavier. « Vous êtes bien son épouse? Vous aviez une procuration sur ses comptes? » « Non. Il gérait ça. Mais enfin, c'était mon mari. » Elle a secoué la tête, navrée mais ferme. « Je suis désolée, madame. Sans procuration ou sans acte notarié de dévolution successorale, je ne peux pas vous communiquer d'informations sur les comptes personnels de votre mari. C'est le secret bancaire, vous comprenez. » Je comprenais trop bien. Une barrière nette, froide, entre moi et 40 ans de lundi. Je me suis sentie soudain très petite, comme une enfant grondée. Mais il est mort. Et moi, je suis là. Je dois savoir s'il y a des dettes, des choses à régler. Elle a jeté un regard autour d'elle, mal à l'aise. « Vous devrez voir ça avec le notaire, madame. Quand nous recevrons les actes, nous pourrons... » Sa phrase s'est perdue. Je sentais que si je restais encore debout là, j'allais pleurer ou crier, je ne savais pas. J'étais immobilisée, plantée au guichet, paralysée par cette politesse administrative qui vous renvoie à votre impuissance. C'est alors qu'une voix derrière moi a rompu ce malaise. « Madame Leduc », je me suis retournée. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris coupés courts, tailleur sombre, se tenait à quelques mètres. Je l'avais déjà vue, il y a des années, lorsque j'accompagnais Pierre pour un prêt-travaux. Elle s'est présentée. « Le Goff, directrice de l'agence. »« Je me souviens très bien de votre mari, » a-t-elle dit doucement. « Il venait en effet tous les lundis matins. Un client discret. Venez dans mon bureau si vous le voulez bien. » Son ton n'avait rien de chaleureux, mais il y avait une nuance, une forme d'humanité professionnelle. Dans son petit bureau vitré, elle a refermé la porte et m'a invité à m'asseoir. « Officiellement, je ne peux rien vous dire, » a-t-elle commencé, « mais officieusement, je peux au moins regarder s'il y a quelque chose d'anormal. » Elle a tapé longtemps, silencieuse, sur son clavier. Je surveillais son visage, chaque crispation de ses sourcils. Il avait un compte courant joint avec vous, correct, sans découvert, et un compte personnel, ouvert dans les années 80. Celui-là a son seul nom. Il est presque vide aujourd'hui, par contre. Elle a tourné son écran légèrement, juste assez pour que je voie sans pouvoir lire chaque ligne. Pendant des années, il y a eu des retraits d'espèces réguliers, toujours le lundi, toujours des montants importants pour un particulier. Combien? Ma voix était plus sèche que je ne l'aurais voulu. Autour de 1 000 € par semaine ces dernières années. Avant, l'équivalent en francs. Une mécanique très régulière, comme un rendez-vous. Elle a imprimé 2 relevés, ceux des derniers mois. Je ne peux pas vous en donner davantage sans l'accord du notaire. Mais cela, je vous le confie en tant que veuve. Faites-en ce que vous jugez bon. En sortant de la banque, les feuilles serrées dans mon sac, j'ai eu l'impression que la ville tournait autour de moi. 1 000 € par semaine. 40 ans. L'air m'a manqué. Je n'étais plus seulement en deuil. J'entrais dans une énigme qui me concernait autant que sa tombe fraîche. Je suis rentrée chez moi en tenant mon sac contre moi, comme si j'abritais un oiseau blessé. Les 2 relevés bancaires glissés à l'intérieur semblaient peser 1 tonne. 1 000 € retirés chaque lundi. Toujours en espèces, toujours au guichet. Et aucun dépôt correspondant, aucune note, rien. Pierre avait mené une vie parallèle, discrète, cachée, presque militaire dans sa régularité. Quand j'ai franchi la porte du pavillon, la lumière du soir filtrait à travers les rideaux de dentelle. Tout semblait identique à la veille, mais moi, je ne l'étais plus. Je me suis dirigée droit vers le petit bureau que Nicolas voulait tant ouvrir. J'ai inséré la clé, l'ai tournée lentement. La serrure a cédé avec un clic sec. L'odeur du bois ancien m'a envahi. Pierre n'était pas un homme désordonné. Chaque chose avait sa place. Un pot à crayon,
une boîte de vis et d'écrous, une pile de factures EDF classées par année. Rien de suspect, rien qui ressemblait à un secret. Je me suis agenouillée et j'ai ouvert le tiroir du bas. C'est là que je l'ai vu. Un vieux classeur cartonné, bleu délavé, maintenu par un élastique fatigué. Il pesait plus lourd qu'il n'aurait dû. Je l'ai tiré vers moi, le cœur battant. Lorsque j'ai retiré l'élastique, une odeur de papier jauni s'est levée. À l'intérieur se trouvait un carnet, un cahier d'écolier, couverture rigide, marquée de taches d'humidité. Sur la première page, écrite à l'encre noire, lundi 7 janvier 1995, retrait 6000 F CMB. J'ai tourné la page. Lundi 14 janvier 6000 F. Lundi 21 janvier 5500 F. Chaque page, chaque semaine, pendant des années, répétait cette litanie. Toujours le lundi, toujours en liquide. J'ai continué à tourner, hypnotisé. Les francs devenaient des euros. Les montants oscillaient, mais la régularité demeurait. À la dernière page, la semaine précédant sa mort, lundi, 1000 euros, terminé. Ce mot m'a arraché un frisson glacé. Terminé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait mourir, ou parce que quelque chose, ou quelqu'un, avait mis fin au rituel. Je suis restée un long moment immobile, le carnet ouvert sur mes genoux. Une colère sourde a commencé à remonter du fond de ma poitrine. Pas contre Pierre, non. Contre ce silence. Cette absence de confiance. 4 décennies à lui tenir la main, à soigner sa mère, à élever nos enfants, à travailler pour arrondir les fins de mois. Et lui, chaque lundi, vivait une vie qui ne passait pas par moi. La porte d'entrée a claqué. Je n'ai pas eu le temps de cacher le carnet. Nicolas est apparu dans l'encadrement, essoufflé, des clés à la main. Maman, je passais juste voir si... Oh! Son regard est tombé sur le classeur ouvert, sur les colonnes de chiffres. Une lueur rapide, presque animale, a traversé ses yeux. C'est quoi ça? Je me suis relevée, refermant le carnet d'un geste calme. Des documents de ton père. Rien qui te concerne. Il a souri, un sourire qui ne ressemblait en rien à celui de mon fils. Maman, il faut être raisonnable. Papa n'a pas toujours été transparent. Tu ne sais pas ce qui traîne là-dedans. Laisse-moi gérer. Gérer. Ce mot qu'il adorait prononcer comme une carte visite. Je lui ai tourné le dos. Je vais très bien gérer toute seule. Il a ouvert la bouche pour répondre, puis s'est ravisé. Il a seulement dit « D'accord, mais ne fais rien d'irrationnel ». Et il est parti, laissant derrière lui une odeur de pluie et de mensonge. Je suis restée seule avec ce carnet bleu entre les mains et la certitude que la vérité ne commencerait à se dévoiler que si j'acceptais de descendre plus profondément dans les souvenirs de Pierre. Ce soir-là, je n'ai presque pas dormi. Le carnet bleu posé sur la table de nuit semblait respirer dans l'ombre, comme une bête tapie. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces colonnes de chiffres, ces lundis alignés comme des soldats. 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, pendant 40 ans, qui pouvaient réclamer une telle somme semaine après semaine, sans jamais laisser de traces visibles dans nos vies. Au petit matin, j'ai abandonné l'idée du repos. J'ai enfilé un vieux gilet de laine et je suis descendue à la cave. Si Pierre tenait un registre aussi méticuleux des retraits, il devait bien exister quelque chose qui expliquait à quoi il servait. La cave sentait le ciment froid, le vin bouchonné et le carton. À la lumière jaune de l'ampoule nue, les étagères alignaient des bocaux de confiture, des outils, et au fond, 3 grandes caisses en plastique bleu remplies de dossiers. Chantier AAF, indiquait une étiquette écrite de la main de Pierre. J'ai tiré la première caisse. Les classeurs portaient des noms de lieux, de rues de Rennes, de communes des alentours. J'ai fouillé presque mécaniquement, jusqu'à tomber sur une chemise cartonnée plus usée que les autres. Rocade, 1985, accident. Le mot accident m'a glacé. J'ai ouvert. À l'intérieur, des photocopies jaunies, rapport de l'inspection du travail, lettre d'un assureur, croquis d'échafaudage, notes griffonnées au stylo-bille. Au milieu, une photo en noir et blanc, prise sans doute par un collègue. Un amas de tubes de métal tordus, un casque blanc au sol, une ambulance en arrière-plan. Je me suis souvenu soudain. Aussi, j'avais su qu'il y avait eu un accident. Pierre rentrait tard, silencieux, buvait son café sans un mot. Mais il avait présenté cela comme un incident de chantier, une affaire technique réglée par l'assurance. Sur un des rapports, le nom d'un ouvrier revenait plusieurs fois. Alain Morvan, blessé grave, incapacité durable, procédure au prud'homme.
Une autre feuille mentionnait la possibilité de poursuites pénales pour mise en danger d'autrui, finalement classée sans suite. Pierre ne m'avait jamais parlé de ce risque-là. Il m'avait juste dit « On a eu chaud, mais c'est réglé ». Je continuais de feuilleter quand un objet plus petit a glissé d'entre deux pages. Une enveloppe jaunie, sans timbre, sans adresse, seulement mon prénom écrit dessus, Françoise. Mon cœur s'est emballé. J'ai déchiré le rabat avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille, dactylographiée, les lettres légèrement décalées, comme sur une vieille machine à écrire. Ton fils était sur le chantier ce soir-là. Je l'ai vu. Il était ivre. Il a touché aux machines. Il a provoqué l'accident. Si tu ne veux pas que la police et les journaux le sachent, tu déposeras chaque lundi 6 000 francs en liquide sur le compte que ton mari va ouvrir. Je te dirai comment continuer. Tu n'en parleras à personne, sinon ta famille sera détruite. Aucun nom, aucune signature. La date, mars 1985. Mes mains tremblaient. Nicolas aurait eu 18 ans cette année-là. Il traînait avec des garçons plus âgés, buvait déjà un peu trop à mon goût. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse se trouver sur le chantier de son père, encore moins ivre, encore moins responsable d'un accident. Était-ce vrai? Était-ce un mensonge calculé pour terroriser Pierre? Je me suis effondrée sur la chaise bancale de la cave, la lettre ouverte sur les genoux. Une évidence pourtant s'imposait. Pierre avait reçu cette lettre, l'avait cachée, et pour une raison que je ne comprenais pas encore, avait choisi d'obéir. 40 ans durant. L'image de mon mari, le lundi matin, m'est revenue avec une netteté cruelle. Sa chemise repassée, sa main qui lissait son col, ses yeux qui ne croisaient pas les miens. Ce n'était pas un simple passage à la banque. C'était une procession vers son propre sacrifice. Je me suis relevée en serrant la lettre. Cette fois, je n'allais pas rester dans ma cave. S'il y avait quelqu'un d'autre qui avait connu cette histoire, c'était bien le contremaître dont le nom revenait dans chaque rapport, Stanislas Kowalski. Et tant qu'il serait vivant, je ne pourrais pas fermer les yeux. Le nom de Stanislas Kowalski est resté suspendu dans mon esprit toute la journée, comme une clé ancienne qu'on ne sait plus utiliser mais qu'on refuse de jeter. En fouillant les papiers de Pierre, j'avais trouvé, glissé dans un dossier de mutuelle, une note griffonnée. Kowalski, EHPAD des Tilleuls, Chantepie. Rien d'autre. Pas de date. Pas de contexte. Mais cela suffisait. Le lendemain matin, j'ai pris un taxi. Le ciel était d'un gris dense, presque métallique. L'EHPAD des Tilleuls se dressait au bout d'une allée bordée de buissons taillés trop droits, comme une institution où le temps ne circule plus tout à fait normalement. À la réception, j'ai donné mon nom, celui de Kowalski, et contre toute attente, on m'a laissé entrer sans poser de questions. Une aide-soignante m'a conduit jusqu'à une petite chambre au rez-de-chaussée. Stanislas Kowalski était assis dans un fauteuil tourné vers la fenêtre. Il avait l'air minuscule, lui qui, selon Pierre, avait autrefois une carrure de bûcheron. Ses mains tremblaient légèrement. Quand il a tourné la tête vers moi, j'ai reconnu un regard encore vif sous la fatigue. « Vous êtes Françoise Leduc, la femme de Pierre. » Il a plissé les yeux, puis a hoché lentement la tête. Pierre, un homme droit, un bon chef. Je n'ai pas su quoi répondre. Je n'étais plus certaine de comprendre ce qu'était réellement mon mari. J'ai sorti de mon sac l'enveloppe jaunie et la lettre anonyme. Je crois que c'est vous qui avez tapé cela. Ses doigts se sont crispés sur les accoudoirs. Un long silence est tombé entre nous, seulement troublé par le bip lointain d'un chariot médical. Enfin, il a soufflé. Je ne voulais pas. C'était il y a longtemps. Alors, dites-moi la vérité. Mon mari est mort sans jamais dire un mot. Je veux comprendre. Il a fermé les yeux. Quand il a parlé, sa voix était râpeuse, presque coupée en deux. Il n'y avait pas de gamin ivre sur le chantier. L'accident venait du matériel. Un échafaudage mal soudé. L'assurance s'en doutait. Mais ça aurait coûté cher à votre mari. Très cher. Sa petite entreprise n'aurait pas tenu. Il avait peur de tout perdre. Je sentais mon souffle se raccourcir. Alors pourquoi cette lettre? Pourquoi impliquer mon fils? Kowalski a avalé sa salive difficilement parce que votre fils est venu me voir quelques jours après l'accident. Il pensait qu'il était responsable. Je ne sais pas pourquoi. Il était jeune, paniqué. Il m'a supplié de trouver un moyen d'obtenir de l'argent pour sauver la famille. Il m'a dit que vous paieriez, que Pierre paierait. Il a dicté la lettre.
Moi, je l'ai seulement tapé. J'ai envoyé la première enveloppe. Après, c'est lui qui a continué l'histoire. Je le regardais, incapable de parler. Mon propre fils, 18 ans, perdu, peut-être influencé, mais assez lucide pour inventer un chantage. Et Pierre, lui, avait choisi le silence. Jour après jour, semaine après semaine, il avait retiré l'argent sans jamais lui demander des comptes, comme si révéler la vérité aurait ravagé encore plus notre maison. Il venait parfois chercher l'argent lui-même, a murmuré Kowalski. Je l'ai vu. Pas toujours, mais assez pour comprendre que ce n'était pas quelqu'un d'autre qui extorquait. J'ai porté la main à ma bouche. J'étais debout depuis plusieurs minutes, mais je me suis senti soudain vaciller. Et Pierre? Il savait que Nicolas. Oui, je le crois, mais il préférait payer. Votre mari était comme ça. Il portait les fautes des autres pour éviter qu'on souffre. Je ne voyais plus la pièce. Le sol semblait se dérober. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification du tribunal judiciaire de Rennes. Un recommandé numérique. Demande de mise sous tutelle déposée par M. Nicolas Leduc. Motif, trouble du jugement consécutif au veuvage. Les lettres dansaient devant mes yeux. Mon fils. Celui-là même dont je venais d'apprendre le secret. Il voulait maintenant me faire taire à mon tour. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, je n'ai plus eu peur. J'ai senti quelque chose d'autre. Une poussée de détermination froide, qui ne ressemble pas à la colère, mais s'en nourrit. Si Nicolas croyait encore pouvoir m'éteindre, il se trompait lourdement. Je ne me souviens pas vraiment du trajet jusqu'au tribunal judiciaire de Rennes. Je sais seulement que, quelques jours après l'EHPAD des Tilleuls, je me suis retrouvée assise sur un banc de couloir, un dossier cartonné serré contre ma poitrine, avec l'impression absurde d'être revenue à l'école pour un examen que je n'avais pas révisé. Sur la porte en face de moi, une plaque « Juge des contentieux de la protection ». C'est ce magistrat que mon fils avait saisi pour demander ma mise sous tutelle. Il avait coché la case « Urgence », comme si j'étais en train de brûler nos économies au casino du coin. Nicolas est arrivé en premier, tiré à 4 épingles dans un costume trop neuf. À ses côtés, un homme plus jeune que lui, en robe d'avocat, l'air sûr de lui. Ils m'ont salué avec une politesse glacée. « Maman, tu aurais dû nous dire que tu allais à l'EHPAD voir ce vieux Kowalski » a lancé Nicolas à mi-voix. « Tu vois bien que tu te mets en danger. » En danger. Ce mot, dans sa bouche, m'a paru obscène. « Je me mets en danger en cherchant la vérité ?» ai-je répondu calmement. « Ou bien en laissant d'autres décider à ma place de ma raison. » L'avocat a levé les mains, comme pour apaiser une vieille dame hystérique. « Madame Leduc, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Il s'agit simplement de vous protéger. Le deuil peut provoquer des comportements impulsifs. Vous avez déjà commencé à fouiller des dossiers anciens, à vous rendre seul chez des témoins, à interpeller la banque. » Chaque mot était une lame douce. Il transformait ma lucidité en symptôme. La greffière est sortie, a appelé mon nom. Nous sommes entrés dans un petit bureau clair, aux murs tapissés de codes annotés. Le juge, un homme d'une 40aine d'années, regard vif derrière des lunettes fines, nous a invités à nous asseoir. Il a commencé par écouter l'avocat de Nicolas. Celui-ci a déroulé son plaidoyer avec une aisance professionnelle. Mon âge, le choc du veuvage, l'obsession soudaine pour des retraits bancaires anciens, les théories sur un complot autour du chantier de 1985, mon insistance auprès de la banque. Il a même osé mentionner une fois où j'avais égaré mes clés l'an dernier, comme si cela prouvait quoi que ce soit. Mon client s'inquiète, a-t-il conclu. Il craint que sa mère ne soit vulnérable à des personnes mal intentionnées ou qu'elles ne prennent des décisions irréversibles. Une mesure de protection, même légère, serait rassurante pour tout le monde. Le juge a pris des notes, hoché la tête, posé quelques questions banales. Puis il s'est tourné vers moi. « Madame Leduc, que répondez-vous à cela ?» J'ai senti tous les regards se poser sur moi comme des poids. Pendant une seconde, j'ai eu peur de balbutier, de me perdre dans mes phrases. C'est ce qu'ils attendaient. Alors j'ai respiré profondément et j'ai parlé. Je réponds que je paie mes factures à l'heure, que je n'ai ni dette ni crédit, que je cuisine, que je me rends seule en ville. Je réponds que j'ai découvert un carnet détaillant, semaine après semaine, des retraits d'espèces pendant 40 ans.
Je réponds que j'ai entre les mains une lettre anonyme datée de 1995 qui concerne directement mon mari, mon fils et un accident de chantier grave. Et je réponds que j'ai entendu, de la bouche d'un ancien contremaître, des faits suffisamment graves pour envisager autre chose qu'une simple lubie de veuve. L'avocat a tenté de m'interrompre parlant de fantasmes, de vieil homme confus. J'ai levé la main comme à l'école. Je demande, monsieur le juge, qu'un certificat médical soit établi par un médecin inscrit sur votre liste, pas par un médecin choisi par mon fils. Et je demande un délai pour produire les documents que je possède. Je ne signerai rien aujourd'hui. Il y a eu un silence. Le visage du juge n'exprimait rien, mais je sentais qu'il pesait chaque mot. « Très bien », a-t-il fini par dire. « À ce stade, je n'ordonnerai aucune mesure de tutelle. Je vais demander une expertise médicale indépendante et je vous donne un délai de quelques jours pour déposer vos pièces au greffe. En attendant, par prudence, j'ordonne seulement que les opérations exceptionnelles sur vos comptes soient soumises à l'accord préalable de la banque. » La phrase m'a coupé le souffle. Partout, on me parlait de prudence, de protection. En sortant du bureau, je n'étais pas encore mise sous tutelle, mais déjà un peu entravée, comme si on m'avait passé un bracelet invisible autour du poignet. Dans le couloir, Nicolas s'est penché vers moi. « Tu vois, maman, on ne veut que ton bien. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, et pour la première fois, j'ai pensé très clairement « Mon fils est en train d'essayer de me voler ma voix. » Ce jour-là, en regagnant la rue, je me suis juré une chose. Si je devais me battre, je ne le ferais plus seul. Il me fallait quelqu'un qui sache manier la loi aussi bien que lui manœuvrait les sentiments. Une avocate, pas une mère. Je n'ai pas attendu le lendemain. Dès que je suis rentrée du tribunal, encore secouée, encore brûlante de cette humiliation feutrée, j'ai fouillé dans mon carnet d'adresses où Pierre griffonnait parfois des noms. Rien d'utile. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai cherché « Avocate droit des victimes Rennes » sur mon téléphone. Plusieurs noms sont apparus, mais un seul m'a inspiré une étrange confiance. Maître Élodie Perrin, spécialisée en abus de faiblesse et affaires familiales complexes. J'ai composé le numéro. Sa secrétaire m'a donné un créneau le lendemain matin. J'ai senti mes jambes trembler. Le jour venu, j'ai pris le bus jusqu'à son cabinet, près du mail François Mitterrand. Le lieu était moderne, presque trop lumineux pour l'état de mon cœur. Quand Maître Perrin m'a reçue, j'ai immédiatement perçu chez elle quelque chose qui m'a bouleversée. Elle ne me regardait ni comme une vieille femme fragile, ni comme une mère dépassée, mais comme une adulte à qui il arrive quelque chose de grave. « Dites-moi tout », a-t-elle demandé simplement. Alors j'ai vidé mon sac, la lettre anonyme, le carnet des retraits, les relevés de la banque, la confession de Kowalski, la demande de tutelle. Chaque pièce, je la lui ai remise comme on confie des éclats de soi-même. Elle ne m'a pas interrompue. Elle a seulement pris des notes, l'air de plus en plus grave. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée vers moi. « Madame le Duc, ce que vous décrivez n'est pas seulement un conflit familial. C'est potentiellement une extorsion, un abus de faiblesse, peut-être même un blanchiment si votre fils a réinjecté l'argent ailleurs. » Le mot « fils », prononcé avec cette froideur professionnelle, m'a fait frissonner. J'avais passé des jours à osciller entre colère, tristesse et déni. Mais là, dans ce bureau clair, j'ai compris que l'amour maternel n'effacerait jamais la réalité. « Nous allons déposer une plainte », a-t-elle continué, « officiellement auprès du doyen des juges d'instruction. Cela obligera l'État à enquêter et surtout, cela neutralisera, temporairement du moins, sa demande de mise sous tutelle. J'ai senti mon souffle se libérer, comme si quelqu'un desserrait un étau invisible autour de ma poitrine. En 2 heures, elle a rédigé la plainte, y joignant mes documents, me faisant relire chaque ligne. Jamais je n'aurais cru vivre cela, moi qui n'avais jamais mis les pieds dans un commissariat. Quand je lui ai demandé si j'étais folle d'oser accuser mon propre enfant, elle a posé sa main sur la table. Folle, non. Courageuse, oui. Et en danger surtout. Un fils qui tente de prendre le contrôle du patrimoine de sa mère juste après la mort du père. Ce n'est pas anodin. Le lendemain, les choses se sont accélérées à une vitesse vertigineuse. Le parquet, saisi en urgence, a validé des réquisitions bancaires. Puis, en fin d'après-midi, Maître Perrin m'a appelé.
Madame le duc, préparez-vous. La police va intervenir ce soir chez votre fils. Perquisition autorisée. Je suis resté un moment sans voix. Est-ce nécessaire? Oui, absolument. Et vous viendrez, en tant que partie civile assistée. Vous devez voir ce que la loi fait quand on cesse d'avoir peur. À 20 heures, dans la rue calme où vit Nicolas, 2 voitures de gendarmerie étaient garées sans sirène. On m'a demandé d'attendre sur le trottoir, flanqué de maître Perrin. Je tremblais, mais pas de froid. De vérité qui s'approchait. Quand les gendarmes ont sonné, c'est ma belle-fille qui a ouvert, surprise, puis décomposée. Nicolas est apparu derrière elle, pâle, répétant « Il doit y avoir une erreur, une énorme erreur ». Mais les gendarmes avaient déjà le mandat. La fouille a été méthodique, implacable. Dans un tiroir du bureau de Nicolas, ils ont trouvé une enveloppe épaisse, pleine de billets, des liasses encore marquées par la bande du Crédit Mutuel. Dans un autre, des brouillons de lettres tapés à la machine, avec des phrases raturées qui ressemblaient mot pour mot à celles de la lettre de 1995. Puis, dans un petit coffre-fort qu'il a été forcé d'ouvrir, un carnet de compte personnel mentionnant des dépôts réguliers en liquide chaque lundi. Le même rythme que celui de son père. J'ai senti une vague glacée me traverser. Une part de moi voulait hurler. Une autre voulait pleurer. Mais je suis restée droite, silencieuse. Et c'est dans ce silence que j'ai compris que je n'étais plus paralysée. Mon fils n'était plus une supposition, un doute, un cauchemar. C'était un fait, un acte pénal, une réalité que la loi venait enfin de saisir. Quand les gendarmes ont posé la main sur son épaule pour la garde à vue, il a levé les yeux vers moi. « Maman, tu m'as trahi. »« Non. » ai-je pensé. « C'est toi qui nous as trahis depuis 40 ans. » Les jours qui ont suivi la garde à vue de Nicolas ont été étranges, suspendus. Je savais qu'une enquête était ouverte, que les gendarmes continuaient de fouiller les comptes, de recouper les déclarations. Maître Perrin m'expliquait chaque étape avec des mots simples, mais je retenais surtout une chose. Pour la première fois, ce n'était plus moi que l'on soupçonnait d'être fragile, c'était lui que la justice regardait. Un soir, alors que je buvais un thé tiède dans la cuisine, mon téléphone a vibré. Un mail de l'étude notariale de famille, Maître Durand, que nous connaissions depuis des années. Objet, proposition de rendez-vous, succession Pierre-le-Duc, organisation patrimoniale de Madame le Duc. Dans le corps du message, une phrase. Votre fils souhaiterait trouver une solution amiable afin d'éviter les conflits. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu le lendemain pour montrer le mail à Maître Perrin. Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé. C'est un piège. Elle a laissé échapper un léger sourire. Peut-être. Mais un rendez-vous chez un notaire, c'est un terrain encadré. Un officier public, un procès-verbal possible. S'il essaie de vous manipuler, ce sera consigné. Acceptons. Mais vous n'y allez pas seul. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée dans la salle d'attente feutrée de Maître Durand, à rue Nationale. Les murs couverts de boiseries, les dossiers empilés, l'odeur d'encre et de vieux papiers, tout me rappelait les visites faites jadis avec Pierre pour acheter la maison, pour régler la succession de ses parents. À l'époque, Nicolas mâchouillait son stylo dans un coin, l'air ennuyé. Aujourd'hui, il arrivait en costume sombre, mâchoire serrée, accompagné d'un autre avocat que celui du tribunal, plus âgé, plus cher sans doute. Il m'a embrassé du bout des lèvres. « On va essayer d'apaiser les choses, hein, maman ?» Maître Durand nous a fait entrer dans son bureau. Il a salué tout le monde, puis a ajusté ses lunettes. « Nous sommes réunis, a-t-il dit, pour évoquer la succession de votre mari et, si vous le souhaitez, l'organisation de votre propre protection pour l'avenir. Monsieur le duc fils m'a indiqué ses inquiétudes. Je n'ai rien dit. C'est Nicolas qui a pris la parole. Je ne veux pas me battre avec ma mère, maître. Je veux juste éviter qu'elle se fasse influencer par n'importe qui. Elle a déjà déposé une plainte absurde contre moi, son propre fils. Je propose qu'on mette en place une habilitation familiale. Je gérerai les grosses dépenses. Elle gardera une petite autonomie pour le quotidien. Ainsi, tout sera sécurisé. Le notaire a hoché la tête, sans approuver ni désapprouver. Maître Perrin, à côté de moi, a pris quelques notes. Je pouvais sentir sa concentration comme une présence solide. « Et qu'en pensez-vous, Madame le Duc ?» m'a demandé le notaire. J'ai pris mon temps. J'ai regardé Nicolas. Ses yeux fuyaient légèrement dès que je tenais son regard plus de 2 secondes.
J'ai parlé d'une voix posée. Je pense que j'ai vécu 45 ans avec un mari qui ne m'a jamais mis sous tutelle, même quand j'étais enceinte, fatiguée ou quand je me trompais de bus. Je pense que je paie mes factures, que je n'ai pas vidé les comptes de qui que ce soit et que je suis pleinement capable de dire non. Alors non, je ne souhaite pas d'habilitation familiale. Un silence s'est installé. Nicolas a serré les poings sur les accoudoirs. « Tu vois, a-t-il lâché, maître ? Elle refuse tout, elle ne se rend pas compte, elle est influencée. » Son avocate lui monte la tête. C'est là que maître Durand a posé ses mains à plat sur le bureau. « Permettez-moi de rappeler, a-t-il dit calmement, que j'ai reçu votre père, monsieur le duc, quelques mois avant son décès. Il a souhaité modifier son testament. Nous ne l'avons pas encore ouvert officiellement, mais puisque vous évoquez la succession, je crois que le moment est venu. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. Modifier son testament? Sans m'en parler? Le notaire a ouvert un tiroir, en a sorti une enveloppe scellée, il l'a décachetée avec un coupe-papier, a déplié les feuilles, a lu en silence, puis a levé les yeux. Pierre le Duc laisse à son épouse Françoise l'usufruit de la maison de Rennes et la totalité de ses comptes déclarés. Il lègue la nue propriété de la maison à sa fille Claire. Quant à vous, monsieur Nicolas le Duc, il précise ceci. Mon fils a déjà reçu de mon vivant une aide financière substantielle. Je lui laisse la somme symbolique d'1 € en signe de reconnaissance de notre lien et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Les mots ont traversé la pièce comme une lame. Nicolas a blêmi. « Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. Il n'aurait jamais. » Mais le papier, lui, ne tremblait pas. Je sentais les larmes me monter aux yeux, non de tristesse, mais d'un mélange de douleur et d'étrange soulagement. Pierre avait vu. Peut-être tard, peut-être trop tard, mais il avait vu. Maître Perrin s'est penché vers le notaire. « Je vous demanderai, maître, de consigner soigneusement cette lecture au procès-verbal. Elle éclaire singulièrement les motivations de mon client. » Elle a insisté sur le mot dans sa demande de mise sous tutelle. Je n'ai pas éclaté. Je ne lui ai pas crié dessus. Je me suis contentée de rester droite, les mains croisées sur mes genoux. Ma vengeance, ce jour-là, a été de laisser les mots de Pierre parler à ma place. Les semaines qui ont suivi ce rendez-vous chez le notaire ont eu un goût étrange, comme si ma vie avançait et se réparait sans moi, portée par une mécanique que je n'avais plus à pousser toute seule. Je continuais de faire mon marché le samedi matin, de dire bonjour à la boulangère, de plier mon linge devant la télévision. De l'extérieur, rien n'avait changé. Mais en dessous, tout était en train de se retourner. Maître Perrin me tenait informé à chaque étape. Le parquet avait ouvert une information judiciaire pour extorsion aggravée et abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Nicolas avait été placé sous le statut de mis en examen avec contrôle judiciaire. Obligation de pointer, interdiction de quitter le territoire, interdiction absolue de m'approcher ou de me contacter. La plainte, les relevés bancaires, les brouillons retrouvés chez lui, la lettre de 1985, le testament, tout formait désormais une chaîne cohérente, plus solide que toutes mes paroles de mère n'auraient pu l'être. Un expert psychiatre, mandaté par le tribunal, est venu me voir à la maison. Un homme calme, aux yeux clairs. Il m'a posé des questions sur mon enfance, sur ma mémoire, sur mes habitudes. Il m'a demandé la date du jour, le nom du président de la République, l'heure approximative qu'il était. J'ai répondu sans hésiter. Ce n'était pas de la fierté, juste la démonstration tranquille que ma tête tenait encore debout. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu sa conclusion. Madame le Duc ne présente aucun trouble cognitif pathologique. Elle a été plongée dans un état de sidération psychique lié à la découverte de faits graves au sein de sa famille, mais conserve son discernement. J'ai souri en lisant ces mots. Il m'avait fallu un psychiatre inscrit près la cour d'appel pour obtenir ce que mon propre fils me refusait, le droit d'être considéré comme une adulte responsable. Le juge des contentieux de la protection m'a convoqué une dernière fois. Cette fois, j'y suis allée avec un pas plus ferme. Il a simplement déclaré, après avoir rappelé les conclusions de l'expertise et l'existence de la procédure pénale en cours, il n'y a à ce jour aucun élément justifiant l'ouverture d'une mesure de protection juridique à votre encontre, madame. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Rejetée. Un mot sec, administratif,
Mais pour moi, c'était comme si on m'ôtait des chaînes que je portais depuis des mois, voire depuis plus longtemps encore. En sortant du tribunal, j'ai levé les yeux vers le ciel bas de Rennes. Il ne faisait ni beau ni mauvais. Mais je respirais mieux. J'ai décidé de vendre la maison. Non pas parce que j'y étais obligée, mais parce que chaque mur, chaque marche grinçante me renvoyait au lundi de pierre, à ses chemises impeccables, à son silence appliqué. J'ai trouvé un petit appartement près du parc du Tabor, au 4e étage sans ascenseur. On m'a demandé si ce n'était pas trop haut pour mon âge. J'ai répondu que je préférais monter quelques marches chaque jour que de rester coincé à jamais dans un rez-de-chaussée de souvenirs. Le produit de la vente, combiné à ce qu'il restait sur les comptes régularisés, m'a permis de placer une somme au nom de Claire et des petits-enfants. Je voulais que quelque chose dans cette histoire ne soit pas entièrement avalé par la honte et la procédure. J'ai demandé à Maître Durand de graver cela dans un acte. Il a souri, presque ému. « Votre mari aurait été fier de vous, madame », a-t-il murmuré. « Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Parfois, je lui en veux encore d'avoir tant payé sans jamais parler. Parfois, je le remercie en silence de m'avoir laissé, en dernier recours, ce testament qui dit enfin ce qu'il voyait. Aujourd'hui, quand je m'assois sur un banc du Tabor avec mon carnet, un autre carnet, pas celui des retraits, un cahier à moi, vierge au départ, je regarde les autres femmes de mon âge qui promènent un petit chien, un sac de course, un petit-fils impatient. Je me demande combien d'entre elles se taisent, combien ont des fils qui gèrent, des maris qui s'occupent de tout, des belles filles qui savent mieux. Alors je parle. Pas à haute voix, mais par ces lignes que j'écris, par cette histoire que je laisse circuler. Je veux dire à celles qui m'écoutent que l'amour ne nous oblige pas à être aveugles, qu'on peut aimer un enfant et pourtant reconnaître qu'il a franchi la ligne, qu'on peut pleurer un mari et pourtant questionner ses choix, qu'on a le droit, même à 66 ans, de dire non, de demander des comptes, de pousser la porte d'un cabinet d'avocats, d'un tribunal, d'une banque. On nous a élevés, nous, à la discrétion, au sacrifice, à la patience. On nous a appris à encaisser, à ne pas faire d'histoire. Mais les histoires se font sans nous, si nous nous taisons. Elles se font contre nous. Je ne suis pas devenue une héroïne. Je suis seulement une femme qui, un jour, n'a plus accepté d'être paralysée. Si vous tenez ce récit entre vos mains, si ma voix vous parvient, alors peut-être que vous aussi, quelque part, vous sentirez ce moment précis où la peur recule d'un pas. Ce moment où l'on se rend compte qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place, sa signature, son nom. Et s'il vous plaît, ne laissez jamais personne, pas même un enfant, pas même un mari, décider à votre place que vous n'êtes plus capable de penser. Featify him fans. Guys, I'm learning so much here. Taxes filed, well done, Law. Oh! Guys, I'm gonna piss. I'm actually just gonna piss. This is my highest fall and I never made it back. WikiFeet is free. I know, but what if I want to sell them, is what I'm saying. Am I feet on WikiFeet? What's the thing where people rate... No! Oh my god. Sorry. Rebel, I've never made it past here. Well, I made it onto the rock and then I fell. At the sea. WikiFeet is a scam. Fansly. Guys, should I start sending foot pictures? Would you think differently of me if I did? My heart is racing. Yeah, my asshole is so clenched right now. Fuck! I have to get to this bit here. Oh my god. Oh! Tips! My estimations... Oh, could drop lower. Couldn't. Okay, no, you actually did mean couldn't. My estimations couldn't drop lower, so go for it. Tips, do you want to grab me by the throat, babe? Sell your farts. Thank you, Solar. Sell your bathwater. First try. Thanks, Thanks for the Gigantify. Hi, Han.
Fuck me. That's quite the offer shot. Hi, Han. Hi, Solar. Someone once asked me to sell my juice. And I didn't even want to ask any clarifying questions on what the fuck that means. Sell your juice. That's vile. I'm so sorry. The internet is so fucking gross, isn't it? My day's been okay. Yeah, no, it's been good, Solar. It's been yeah, no, it was good. I thought I had my shoot today, and I realized it was actually tomorrow. So I actually just got a day of sitting on the sofa looking into work, which is really nice. And then I walked the dog, and that's it. I know of a good scam. There are people who will pay you to sell your time, and all you have to do is sit in an office sit for 8 hours in an office. I'm self-employed, babe, so I got out of that scam. Selling your body liquid gases and solids is not for the beginners. Sorry. Triples, you're one of my favourite chatters I've ever had. Oh my god, everyone, this is what we need. Sounds wholesome, have some feet. Yeah, it's so true, Naki. Wait, turn the music up. Wait, I'll turn it up for you guys. I know, I'm enjoying learning so much. So good. So good. Soraya introduced me to Marco BA has had truly profound impact on my life. Okay. The contrast between Han's message and Triples' message. Hi, love. Been busy with the gym and shops, and dinner took ages to cook. What did you have for dinner? And then Alice dropped the pasta bake. You were meant to have pasta bake. Did you manage to eat the pasta bake that had been on the floor? Hey, when am I my fingernail trimmings? Oof. That sounds awesome. Have some feet. Yeah. Self-employed. The scam of being self-employed is that you work your job